Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire tout d'abord que vous avez fait le bon choix parce qu'on va avoir un débat passionnant. On va vous dévoiler ce que seront demain les avions du futur, aussi bien les avions civils que les avions militaires. Et donc on a aujourd'hui justement on est vraiment à l'aube d'une révolution, c'est-à-dire que on va vous parler à la fois des longs courriers, on va vous parler des moyens porteurs et on va vous parler évidemment de ce dont on n'aurait pas parlé il y a quelques années, c'est-à-dire par exemple l'avion électrique. On commence à envisager un avion électrique à l'horizon 2050, un avion régional électrique à l'horizon 2050. Il n'y a pas si longtemps que ça aurait été complètement impensable et complètement utopiste de dire ça. Aujourd'hui, c'est plausible. Donc on va vous parler de tout ça, on va vous parler des drones, de cette révolution. On a 50 minutes et on va vous laisser évidemment 10 minutes de questions. Alors pour en parler, on a avec nous un très beau plateau. J'ai à côté de moi, donc à ma droite, le général Denis Mercier, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air française. On a Yann Barbeau, qui est senior vice-président du groupe Airbus, directeur de l'innovation. Et on a donc Pierre Velay, qui est conseiller en stratégie aéronautique et qui était l'ancien directeur de la flotte Air France KLM. On va commencer avec vous, donc Yann Barbeau, puisque l'objectif dans un premier temps, c'est de voir à quoi vont ressembler justement ces avions long courrier demain. Quels vont être un petit peu quelle va être la physionomie, quels vont être un peu les moteurs et quelles sont vos priorités justement pour développer cet avion du futur long courrier. Alors on sort tout juste de développement d'appareils qui marquent le marché, aussi bien la 380 que la 350 qui va rentrer en service commercial à la fin de l'année. Si on se projette au-delà de ça, en fait, quelque chose qui est très important pour les compagnies aériennes, c'est l'efficacité. Donc l'efficacité au niveau du carburant en particulier. Donc là, c'est un axe fort de recherche et on a pris des engagements déjà dans ce domaine-là pour réduire la consommation de façon permanente. Vous avez même des objectifs déjà, hein. On a des objectifs à horizon 2050, puisque c'est là où on se projette, de réduire de 75% les émissions de CO2, en sachant que globalement, d'ici là, on attend une croissance du marché importante, on double le marché. Donc l'idée, c'est de réduire par rapport à 2005 les émissions de CO2 à cet horizon-là, en sachant que la flotte aura doublé. Donc ça conduit à avoir 75% d'efficacité globale. Donc ça, c'est un axe fort au niveau environnemental, c'est un axe fort au niveau économique également. Il ne faut pas oublier qu'un tiers des coûts des compagnies aériennes en moyenne, ce sont les coûts de carburant. Donc c'est un axe qui a été permanent depuis les débuts de l'aviation, je dirais. On a déjà fait des progrès énormes. Si on regarde sur les 40 dernières années, on a déjà réduit de 70% les consommations dans ce domaine-là. Et ça reste un axe fort pour les années qui viennent. Maintenant, sur spécifiquement les longs courriers, puisque c'était la question, la notion de confort pour les passagers est également quelque chose qui est très important. Vous avez vu dans les semaines qui viennent des communications faites sur les cabines de première classe. Mais il y a aussi, la première classe, c'est souvent le porte-drapeau d'une compagnie aérienne. On y reviendra tout à l'heure sur les cabines. Il y a le confort global et il y a la notion de connectivité également. Donc c'est quelque chose qui est très important. Au-delà de ça, il y a aussi l'intégration. On ne peut pas imaginer maintenant, on ne peut plus travailler sur l'avion sans imaginer tout ce qui est autour, l'arrivée sur l'aéroport, le management des bagages, etc. Donc c'est un tout et notre effort porte vraiment sur l'ensemble de l'écosystème pour que l'expérience du passager sur des vols courts, mais aussi sur des vols longs et surtout sur des vols longs, soit positif du moment où il quitte sa maison jusqu'au moment où il arrive à la destination finale. Sur l'avion du futur, vous connaissez notre principe de concept plane où on essaye, donc on imagine, c'est un peu comme les concept cars dans la voiture, donc c'est pas un avion qui va voler demain, mais on imagine tout ce qu'on pourrait mettre en termes de technologie sur un appareil de ce type-là, donc c'est aussi apporté à travers les progrès qui sont faits dans les technologies de visualisation, une impression d'ouverture sur l'espace à l'intérieur de la cabine. C'est un meilleur calcul des trajectoires aussi pour économiser du carburant. Exactement. Il faut avoir en tête que sur un vol, on pense qu'entre l'avion au sol, enfin c'est pas on pense, il y a des estimations qui ont été faites, entre l'avion au sol et les progrès qu'on peut faire au niveau du contrôle du trafic aérien, il y a 15%, on peut optimiser 15% de la consommation sur un vol. Donc c'est énorme.
À titre de comparaison, récemment avec les Sharklets sur un A320, on gagne 4%. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup avec une première priorité plutôt sur les single L, sur la possibilité de faire du taxiing, donc tout ce qui est au sol avec une propulsion électrique. On peut gagner 5% de consommation à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus important que ça impacte aussi les aéroports. Vous savez, avec les riverains, il y a quand même cette tendance à rejeter les aéroports loin des villes. Et on aura des moteurs plus silencieux. Avoir un taxiing qui soit électrique, ça veut dire à la fois jouer sur la pollution et sur le bruit. Donc ça permet aussi de garder cette proximité entre l'aéroport et la ville. Alors, demain, justement, vous préparez aussi des avions qui seront encore plus gros. Vous parliez justement des derniers avions, donc évidemment, on parlait de l'A380. On parle déjà d'un A380 avec 100 places de plus. Vous travaillez déjà dessus ? Il y a une croissance du marché, il y a une limitation des infrastructures, il y a aussi le développement des méga-cities, des grandes villes. C'est particulièrement vrai en Chine. Donc il y a cette problématique de pouvoir gérer des flux de passagers beaucoup plus importants en ayant des limitations en termes de slots. Donc une réponse pour ça, c'est effectivement des avions ayant des capacités plus importantes. Et ces avions seront fabriqués aussi différemment. Il y aura une vraie révolution, c'est-à-dire que aujourd'hui, demain, on va fabriquer des avions avec l'imprimante laser 3D dans les usines. Enfin, c'est des choses, justement, des technologies qui se développent. Alors, ce sont des technologies qui ont déjà un bon niveau de maturité, mais pour des petites pièces. Associé à cette technologie, il y a l'idée aussi de pouvoir, et ça, on a commencé à travailler réellement dessus sur des pièces de dimension petite. Il y a sur la 350 quelques premières pièces. Il y a ce qu'on appelle le bionic design, donc la conception biologique d'une certaine manière. Il s'agit de mettre la matière juste là où passent les efforts. Donc ça permet d'aller encore plus loin dans l'allègement des structures. Donc ce sont des technologies qui conviennent relativement bien pour des pièces de taille relativement petite, qui s'inscrivent dans un cube de 400 mm de côté aujourd'hui. La technologie, il n'y a pas de raison de ne pas augmenter les dimensions. C'est un problème d'ingénierie, c'est un problème aussi de marché. Donc effectivement, on commence à réfléchir à comment utiliser ce type de technologie pour faire des optimisations de sous-systèmes. Alors l'avion complètement obtenu par imprimante 3D, c'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'on va progresser très très rapidement dans ce domaine-là. Merci Yann Barbeau. Alors général, Denis Mercier, au niveau des avions militaires long courrier comme la 400M, qu'est-ce que vous allez avoir pour votre armée comme type d'avion long courrier demain ? Quels sont aussi vos besoins justement en la matière ? Alors, long courrier n'est pas exactement la bonne formule, je pense, pour nous, mais effectivement, l'avion du futur, au niveau de cette allonge stratégique, existe déjà pour une partie, c'est la 400M, puisque 2 équipent déjà l'armée de l'air et les 2 suivants devraient arriver ce mois-ci. Et puis, on est en train de penser le renouvellement de nos ravitailleurs en vol, qui est une priorité pour moi, avec une mise en service d'ici 4 ans, j'espère. Le MRTT notamment. Le MRTT, voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au bout du compte, finalement, on n'a pas imaginé maintenant, pour l'instant, l'avion du futur, parce qu'il arrive, c'est la 400M, et c'est un avion, par contre, sur lequel on a imaginé des processus de fonctionnement qui sont totalement différents de ce qu'on faisait aujourd'hui. L'exemple de ça, c'est que dans les avions militaires de ce type-là, vous avez soit les avions qui ont des rayons d'action stratégiques, mais des capacités tactiques faibles. C'est par exemple le C-17 américain qui ne se pose pas partout, mais qui a un long rayon d'action. Soit des avions qui ont des capacités tactiques fortes, c'est-à-dire qui se posent sur des terrains sommaires, mais qui ont des rayons comme le C-130 ou le C-160 aujourd'hui, et qui ont des rayons d'action par contre qui sont limités. La grande magie de la 400M, c'est qu'il a un rayon d'action stratégique avec des capacités tactiques. Et fort de ça, l'idée c'est de surtout plus les prépositionner comme on fait aujourd'hui dans un certain nombre de pays où ils font des vols relativement courts, mais de les faire opérer beaucoup plus depuis le territoire national, depuis nos bases aériennes. Donc il faut qu'on s'organise comme ça, avec un système de hub à constituer, et qui nous permettent de les envoyer dans des conditions extrêmement tactiques, mais profitant de cette allonge stratégique. Ce qui nous aurait fait gagner, par exemple au Mali, un temps considérable si on avait pu directement ravitailler avec des A400M les forces françaises qui se battaient au nord, parce qu'on aurait pu venir de France et directement se poser sur les terrains de Kidal, Thessalite, etc. Vous estimez à combien le temps que vous auriez pu gagner justement ? Je vais vous donner un exemple. La première mission qu'on a fait avec la 400M en Afrique, c'était une mission qu'on a faite sur Bamako, et on a amené 22 tonnes de fret en moins de 7 heures de vol.
il aurait fallu 3 C-130 avec 10 heures de vol chacun pour faire la même mission. Voilà exactement la différence. Sachant qu'avec un A400M, on se pose sur des terrains sommaires également. Et donc c'est un avion qui nous ouvre de grandes perspectives. Et sur la partie purement logistique, d'ailleurs, moi je suis très intéressé par ce que font les compagnies aériennes parce qu'on va devoir réfléchir un peu à un hub and spoke, c'est-à-dire avoir des hubs pour pouvoir avoir des capacités de rebond extrêmement rapides. Comment on va gérer les équipages. C'est des choses qu'on découvre, nous, et sur lesquelles l'aviation civile a une bonne expérience et qui vont nous aider à réfléchir différemment. Et c'est se réfléchir différemment qui est l'enjeu pour nous de l'utilisation de ce type d'appareil. Les ravitailleurs en vol nous ouvriront, parce qu'on est parti sur des plateformes Airbus A330, vont nous ouvrir des longs rayons d'action également pour accompagner nos avions de combat. Et là, c'est pareil avec un avion très polyvalent qui permettra de faire du fret, qui permettra de faire du ravitaillement en vol et qui permettra également, dans l'avenir, d'être des relais de nos systèmes de commandement. C'est comme ça qu'avec des liaisons satellites, profitant des liaisons de données. Et en fait, tous ces avions-là nous ouvrent des perspectives et des champs extrêmement importants pour changer les compétences de nos personnels et pour changer la manière dont on travaille. Et c'est ça notre challenge, en fait. Oui, donc c'est aussi une vraie révolution dans la façon de penser justement les missions. Hein. Comme tous nos équipements, exactement. Une vraie révolution dans la Et le ravitailleur, justement, le MRTT, c'est un avion justement qui est multifonction. Alors, ça sera un avion... Pas juste un ravitailleur. Alors, MRTT, ça veut dire Multi-Role Transport and Tanker. Et en fait, il sera plus que ça. C'est-à-dire que non seulement il va faire du ravitaillement en vol avec des quantités de carburant considérablement améliorées par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, il a des capacités de transport importantes et qu'on utilisera dans un premier temps en palette. Et puis je ne désespère pas d'avoir une porte cargo qui nous ouvrira en même temps d'autres perspectives. Mais en même temps, moi je réfléchis qu'un avion comme ça accompagne toujours des chasseurs. Ou plutôt un chasseur se déplace rarement dès qu'on l'envoie en opération extérieure sans un tanker. Et quand je regarde un avion comme le Rafale aujourd'hui, qui a une quantité de capteurs extraordinaire, eh bien ces capteurs, on ne les utilise pas encore à fond. Et on ne les utilise pas encore à fond parce qu'il faut pouvoir collecter les informations et éventuellement les renvoyer dans les centres de commandement. Et l'avion ravitailleur, c'est ça qu'on va implémenter dessus, parce que c'est un gros avion, on pourra mettre des liaisons haut débit par satellite et récupérer des informations qui viennent de ces rafales et soit les traiter à bord directement, soit les renvoyer à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a une vraie révolution qui arrive avec les liaisons de données, et ces liaisons de données permettent de suivre à très longue distance, dès lors qu'un avion en est équipé, permettent de suivre des avions sans avoir de radar. Et le fait d'avoir un tanker nous permettra de s'affranchir de ces distances-là. Donc là, c'est pareil, on s'ouvre un champ des opérations qu'on qualifie en réseau, qui est un champ extraordinaire, en fait. C'est une vraie révolution, justement, qui se prépare aujourd'hui. Dans la manière dont on va concevoir les systèmes de combat du futur. Merci beaucoup pour ces explications très concrètes et très précises. Alors, Pierre Velay, justement, de votre regard d'expert, quels sont pour vous, justement, les enjeux pour les longs courriers demain, à la fois dans le civil et dans le militaire ? Alors, pour le militaire, je ne me prononcerai pas, bien qu'ayant été extrêmement souvent sollicité par l'armée de l'air pour voir s'il y avait la possibilité de coopération, en particulier sur les avions cargo, mais aussi dans des cas très particuliers de réquisition. Et ça, c'est un débat qui reste ouvert parce que d'une très grande complexité. Vous nous avez donné de grands coups de main en Afghanistan, par exemple, pour amener du fret. Et dans le passé, largement. Mais pour revenir aux questions qui ont été posées sur les attentes de demain, moi je ne les Claire, c'est qu'est-ce qu'un bon avion demain, quoi. Non, c'est ce que je vais vous... Tout à l'heure a été exposé par Airbus le point de vue sur le côté gourmand en termes de carburant. Moi, je pense que je leur ramenais un autre concept que j'appelle l'efficacité énergétique, sachant que l'efficacité énergétique s'améliore au travers de 3 facteurs, qui sont la performance intrinsèque du moteur, la masse de l'avion et la traînée de l'avion. C'est-à-dire que les avions de demain, et je dirais de façon homogène entre les avions régionaux, les avions moyens courriers, peut-être sur plusieurs familles, et le long courrier, doivent satisfaire correctement ces 3 critères, c'est-à-dire une masse la plus légère possible, d'où le débat sur les nouveaux matériaux, les moteurs les plus performants possibles en matière de consommation spécifique par livre de poussée, avec un débat qui est ouvert entre l'architecture conventionnelle des moteurs et une architecture peut-être hybride avec de l'open fan. Et puis le troisième point concerne l'amélioration aérodynamique des avions par
une montée extrêmement importante des capacités de calcul qui permettent aujourd'hui d'avoir des structures beaucoup plus performantes aérodynamiquement qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Donc pour moi, les bons avions de demain, j'ai une formulation un peu délicate qui consiste à dire c'est la consolidation synergétique et synchrone des technologies de demain, mais déjà un peu éprouvées. Alors, synergétique, c'est typiquement parce que si sur un avion, suivez mon regard, on améliore le moteur, mais pas la cellule ou pas l'aérodynamique, il y a 2 facteurs qui manquent. Donc, il est vraiment impératif d'avoir cette synergie sur les 3 facteurs, la masse, la puissance moteur, ou l'efficacité moteur et la traînée. Le deuxième point concerne cette synchronisation. C'est-à-dire qu'on a vu au travers de ces dernières années des vagues technologiques. On a vu une vague technologique sur le composite, on a vu une vague technologique sur certains aspects des moteurs. On en verra des nouvelles avec l'introduction des matrices composites, toujours dans les moteurs. Et quant à l'amélioration sur la traînée, on l'a vu avec, d'ailleurs au premier coup d'œil, on le reconnaît immédiatement sur les voilures, c'est l'extraordinaire finesse qu'on arrive à introduire aujourd'hui par une résolution plus intégrée des équations de Navier-Stokes. Donc quand on met tout cela bout à bout, on a devant nous des axes de progrès extraordinaires. Le point, et c'est là où je suis le moins optimiste, c'est la capacité et les allocations de ressources pour pouvoir véritablement jouer cette consolidation des technologies sur des programmes et le tout de façon cohérente. Et sachant en plus, et je le dis, c'est qu'il est important pour un exploitant d'avoir à traiter, que ce soit sur le plan documentaire, sur le plan de l'entretien, sur le plan du pilotage, avec des doctrines et des documentations qui elles-mêmes sont cohérentes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a encore énormément d'axes de progrès, tout azimut. Merci pour cette synthèse et justement cette présentation des enjeux. Peut-être justement une réponse, Yann Barbeau, sur ce dernier point. Sur la complexité, on peut qu'être d'accord. Juste avant, il y avait une table ronde sur les compagnies à bas coût. Un des éléments quand même aussi notables d'évolution de ces dernières années, c'est l'apparition de ces compagnies à bas coût qui ont des flottes homogènes, qui sont sur un seul segment, qui ont des attentes très, très particulières avec une pression très très forte sur les coûts, hein, ça a été rappelé, et qui coexistent avec des compagnies plus traditionnelles qui, elles, ont un panel plus large d'avions, etc. Donc, un des éléments importants aussi pour nous en termes d'innovation, c'est d'être capable de répondre à ces demandes qui peuvent être relativement différentes. Sur les vols court courrier, par exemple, l'aspect reconfiguration de la cabine pour être capable d'offrir, enfin de s'adapter au type de clientèle entre économie et premium économie, c'est quelque chose qui est capital. D'ailleurs, sur les longs courriers également, sur les périodes de vacances, les compagnies aériennes traditionnelles veulent être capables de réduire la partie business pour augmenter la partie économie. Donc cette capacité de reconfigurer rapidement un avion est quelque chose qui est très important. Et donc c'est des éléments également à prendre en compte au-delà de tout ce qu'on peut faire effectivement autour de l'avion. Maintenant, un élément aussi important de l'évolution, c'est le nombre d'avions en vol. Fabrice Brégier rappelait récemment que quand on avait développé la 320, on rêvait d'en produire 600. J'avais travaillé à l'époque là-dessus. Là, on a comme problème de riche, je dirais, de modifier nos logiciels pour tenir compte du fait qu'on va dépasser les 10 000. Donc, il faut ajouter encore un digit dans nos références, qui veut dire aussi augmenter notre capacité de support aux compagnies aériennes. La documentation est un élément important, puisque sur une durée de vie d'un programme comme la 320, il y a énormément de configurations. Comment rendre cette documentation homogène? On a des compagnies qui ont des avions qui datent de quelques années. Et puis bon. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de complexité qu'on doit prendre en compte, mais sont aussi des sources potentielles d'amélioration pour la profitabilité des compagnies aériennes, et c'est des sujets sur lesquels on doit travailler. Pour une compagnie low cost, un des postes importants, c'est le carburant. Un deuxième poste important, c'est la disponibilité de l'avion. Il faut que l'avion soit disponible dès qu'on en a besoin. Alors justement, sur les moyens porteurs, aujourd'hui, visiblement, les choix ne sont pas encore tranchés. Au niveau moteur, on parle notamment de l'open rotor. Vous pouvez nous en dire un peu plus, justement? Oui, enfin, sans rentrer dans la technique,
Effectivement, les moyens d'améliorer encore les moteurs, c'est travailler sur les tâches haute température. Et là, effectivement, c'est passer à des matériaux type composite à matrice céramique qui vont permettre d'augmenter encore la température. Et puis après, c'est augmenter le taux de dilution. Donc aujourd'hui, il y a des moteurs qui existent et qu'on utilise, c'est le Gear Turbofan et le Turbofan. L'open rotor, c'est une étape supplémentaire qui va permettre, par rapport à ces moteurs, de gagner encore à peu près 10% de fuel efficiency, enfin de capacité carburant, avec comme par contre des avantages ou sujets à regarder, des problèmes de bruit, puisqu'on n'a pas de carénage. Et les problèmes de sécurité qui sont liés à qu'est-ce qui se passe si une des pales éclate. Donc, ça conduit à une architecture d'installation des moteurs spécifique. Donc c'est forcément, ça peut pas être on remplace les CFM 56 par un open rotor, ça marche pas. Il faut reconcevoir l'avion complet. Alors à quoi va ressembler au-delà du moteur justement l'avion moyen porteur de demain? Dans l'immédiat, donc, on a eu avec succès le développement de l'A320 Neo, qui quand même permet un gain significatif en termes de performance carburant et environnementale. L'étape, et là, je pense qu'il y a encore des optimisations à faire. Je pense que la voilure de l'A320 a été dessinée dans les années 80, donc depuis on a fait énormément de progrès, donc on peut toujours sur cette idée d'incremental development, de développement incrémental sur les plateformes qui existent et qui sont appréciées des clients, on peut encore aller plus loin dans l'optimisation de l'aérodynamique de l'avion. Après, l'étape suivante, c'est une vraie rupture avec des moteurs comme le CROR, le Contra Rotating Open Rotor. Et là, ça conduit à faire une architecture différente. Et quitte à faire une architecture différente, là, on peut là se lâcher, je dirais. Par contre, c'est un horizon de temps qui est plus lointain. C'est un horizon de temps plutôt 2030. C'est pas pour 2020. Il y a un autre horizon de temps encore plus lointain, c'est justement l'avion régional électrique. Moi, j'ai vu à Bordeaux justement le premier vol officiel de l'IFAN, l'avion 100% électrique que vous venez de lancer, qui va se construire à Bordeaux. L'horizon, justement, c'est 2050. C'est quelque chose qui paraît crédible d'avoir un avion régional électrique malgré tous les problèmes de batterie qu'on connaît aujourd'hui, de stockage de l'énergie. Aujourd'hui, la grande limitation, c'est effectivement le stockage de l'énergie. Enfin, à moins qu'on démontre le contraire, la façon la plus efficace de stocker de l'énergie aujourd'hui, ça reste le kérosène en termes de volume et de poids. Il faudrait améliorer les batteries d'un rapport de l'ordre de 8, les batteries actuelles, lithium-ion, si on veut être concurrent du kérosène. Or, aujourd'hui, même dans les meilleurs laboratoires universitaires, les travaux les plus amont, on n'ose même pas y penser. Il y a des limites qui sont des limites de physique, de physico-chimie. Par contre, travailler sur... donc, je veux dire, c'est un fait, cette limitation, il faut continuer de travailler, il faut continuer à investir. Par contre, avec cette limitation, en jouant sur les architectures et sur des solutions hybrides, donc comme les voitures hybrides, c'est une partie électrique et une partie thermique, on doit pouvoir effectivement, sur un avion qui sera à l'horizon 2050 plutôt effectivement de la taille d'un 90 places, on doit pouvoir atteindre, enfin en tout cas c'est les calculs qu'on fait, quelque chose qui sera possible. Donc en termes d'architecture, l'idée c'est d'avoir un moteur thermique travaillant de façon continue dans son régime optimal pour réduire au maximum la consommation, qui sert de générateur pour alimenter un certain nombre de donc un moteur hybride, oui. Qui sont... alors c'est une hybridation au sens où la partie thermique ne sert qu'à produire de l'électricité et alimente un certain nombre de moteurs électriques qui sont distribués sur l'avion. Et en jouant sur le fait qu'on peut avoir une propulsion distribuée, on peut jouer à la fois sur la propulsion et sur l'aspiration de couche limite pour augmenter aussi, réduire la traînée, donc jouer sur plusieurs tableaux. Ça va être la condition. Encore une fois, compte tenu des limitations qu'on aura sur les performances des batteries et sur la masse des batteries, il faudra trouver d'autres aspects architecturaux pour regagner, en gros, regagner la masse, à isoperformance.
Au niveau de l'armée de l'air, je sais que par exemple le S-Navy fait voler des avions aujourd'hui, ils en ont fait voler avec du biocarburant en microalgues. Est-ce que vous, justement, vous intéressez aussi à ces technologies-là? Alors en fait, pour ce que j'en sais, les Américains ont qualifié un certain nombre, pas que le US Navy, le US Air Force aussi, ont fait voler des avions avec des biocarburants et les ont validés. Le problème, c'est une histoire de coût, c'est-à-dire qu'en fait, le coût de ces biocarburants devient rentable à un certain niveau de coût de baril, auquel on n'est plus aujourd'hui. Donc à ce moment-là, c'est plus rentable du tout. Voilà. Donc de toute façon, la recherche sur le carburant et les économies en matière de carburant, ce qui nous manque toujours dans un avion, particulièrement dans nos avions à nous, c'est une lutte perpétuelle contre la baisse du pétrole. Donc tout ce qu'on pourra faire comme progrès en matière de réduction justement des consommations est une chose qui est essentielle pour nous également. On a une entreprise en France qui s'appelle Fermental, justement, qui est leader en Europe aujourd'hui sur les microalgues et qui arrive même à en produire encore plus vite que les Américains. Donc c'est des entreprises justement avec lesquelles vous pourriez travailler probablement dans l'avenir. Alors Pierre Velay, quels sont pour vous justement les enjeux pour les moyens porteurs justement de demain? Quels sont les enjeux en termes de marché, voilà, que vous dessinez pour les prochaines années? Alors, le premier point qui est pas très connu, mais c'est que les moyens porteurs dont nous disposons aujourd'hui, appelés narrow-body, sont des avions à couloir unique qui couvrent de manière relativement complète la gamme entre 120 et 200 places. Il se trouve que quand on regarde ce que sont les tendances en matière de besoins sur le long courrier ou sur le moyen courrier, la taille moyenne de ces avions est en train d'augmenter de 1 à 2 passagers par an, ce qui veut dire que le centre de gravité va migrer. Ce qui veut dire aussi que, et ça on a eu l'occasion de le dire aux deux grands constructeurs, et je continue, dire qu'il n'est pas du tout exclu qu'à l'horizon 2025-2030, c'est-à-dire la future génération, on se retrouve avec deux familles de moyens courriers, une famille autour du 6 de front et une famille autour du 7 de front, avec un enjeu qui est comment augmenter la capacité de ces appareils entre 200 et 250 places. Là, je parle de capacité monoplace. Et en même temps, ne pas augmenter les temps de demi-tour, parce que ça, c'est un des enjeux. Le moyen courrier a un enjeu très particulier, c'est la synchronisation avec les plages de connexion. Donc, il est très, très important de pouvoir maintenir des temps de demi-tour très réduits. Aujourd'hui, les deux constructeurs travaillent énormément sur ces deux programmes. Il y a même une des sections qui a fait l'objet d'un brevet sur l'optimisation de la section elliptique, que j'appelle egg-centrique, parce qu'elle a la forme d'un œuf. Mais ça, c'est un des axes. Alors maintenant, quand on regarde le 6 de front, je pense que le marché au 6 de front, c'est-à-dire 737 MAX et 320, est calé pour quelques années, puisque le produit est disponible. On peut polir la Lune sur fallait-il faire mieux ou pas, mais il y a aussi un enjeu que j'évoquais qui était l'allocation des ressources et le coût final d'exploitation, parce que le fuel y contribue, mais ce n'est pas le seul facteur. La valeur d'acquisition y contribue aussi. Et donc on est là face à, je dirais, une situation de pseudo-confort en étant relativement, en ayant dans le catalogue des avions capables de couvrir la gamme 140. Je dis 140 et pas en dessous parce que le 318 n'est pas néo et les petits avions en 6 de front ont montré qu'il existait une limite économique, d'où la place qui peut être réservée à des avions entre 100 et 140 places. Là, suivez mon regard, il y a un marché pour cela, à condition que ce marché permette d'obtenir des coûts d'exploitation cohérents avec les 6 de front, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là encore, un enjeu de miniaturisation des technologies. Et au-delà de la consommation, à nouveau, on met tout azimut de manière à pouvoir avoir des avions qui soient homogènes en matière de coût au siège, quelle que soit la taille, je dirais presque de façon provocatrice, entre 80 et 250 places. Alors justement, on parlait des sièges, on a esquissé tout à l'heure justement, il y a une révolution qui se prépare aussi dans les cabines, c'est évidemment important, le confort des passagers. Quelles sont aujourd'hui les attentes justement du public et qu'est-ce qui va se passer demain au niveau des cabines aussi bien en business class qu'en classe éco? Qu'est-ce qui se prépare comme révolution dans les cabines? On parle même de projets où il y aurait des espaces bien-être, etc., plus de classe du tout. Enfin, qu'est-ce qui va se passer selon vous au niveau des cabines demain? Bon, alors, c'est un sujet extrêmement lourd. C'est un sujet lourd pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'historiquement, ce problème n'était pas appréhendé par les constructeurs.
Là, je fais allusion jusqu'aux années 70. C'est-à-dire que les compagnies aériennes récupéraient l'avion, dit en green version, et derrière devaient aménager la cabine. Dans des centres de modification, ça s'appelait les PDM à l'époque, ça prenait 8 jours, 10 jours, 15 jours. Et puis, avec la complexification de l'interface entre la cabine et l'avion, finalement, les constructeurs, et principalement donc les deux grands, ont commencé à intégrer la partie cabine. Mais la partie cabine avec une particularité, c'est que les constructeurs n'étaient pas l'acheteurs des équipements. C'est-à-dire que toute la cabine était en BFE. BFE, c'est-à-dire que c'est la compagnie qui achetait les équipements et qui les mettait à disposition. Alors je ne dis pas le désordre que cela peut créer aux interfaces, aux problèmes de charge d'engineering pour le constructeur, de défaut de normalisation. Donc tout ceci, c'est traité dans le temps. À ceci près, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre ou de hiatus ou d'éléments qui relèvent de la quadrature du cercle. La cabine est le dernier domaine dans lequel les compagnies aériennes peuvent faire de la customisation, de la personnalisation. On ne va pas le faire sur les moteurs, la voilure ou le cockpit, parce que maintenant tout se standardise, et fort heureusement, ce qui est aussi un élément d'économie, non seulement pour la compagnie, mais dans le cas où on peut louer un avion, on peut avoir des standards communs de conduite, etc. Et sur la cabine, je crois qu'on a vu tout et n'importe quoi, et on n'a pas fini. Moi, j'ai eu des demandes d'installation de jacuzzi. Il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Pétrole, qui a beaucoup amusé tous les enfants de l'époque. On voyait Bernard Blier jouer au tennis et disposer d'une piscine, sauf que ça a donné l'idée à certains. Et moi, j'ai eu des demandes en corporate pour avoir un jacuzzi et un fireplace, un feu de bois à l'arrière de l'avion. Donc, on peut vraiment voir des tas de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met des choses très luxueuses en classe avant, la classe avant et l'aménagement de la classe avant, ce qui a été mentionné tout à l'heure, est un élément pour tirer l'image et la qualité. C'est ruineux, c'est ruineux. Et il faut le savoir, parce que le traitement du passager, c'est un traitement très très spécifique qui va souvent du domicile au point d'arrivée, qui ne se limite pas qu'à la partie vol. Ensuite, c'est très consommateur en mètres carrés, c'est consommateur en masse. Et même quand on va dans les classes en dessous, quand on dit qu'un siège business, le coût d'un siège business, c'est le coût d'une Porsche. Ça peut un peu surprendre certains, mais en raison de la sophistication des sièges business. On travaille aussi sur des sièges plus légers pour gagner aussi justement en carburant. C'est un autre thème. Et donc, sur les classes avant, on voit énormément de choses. On voit les lits queen size, on voit les douches, on voit toutes ces choses-là. Ça continuera parce qu'il y aura une sorte de marché au sens marginal du terme et des gens qui voudront se démarquer. L'inconvénient, le gros inconvénient, et ça en m'adressant droit dans les yeux avec les constructeurs, c'est l'extrême complexité de ces interfaces qui consomment énormément de ressources engineering et qui ensuite sont un frein lors de la revente ou du remarketing ou des évolutions. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est que plus on veut sophistiquer ces classes, plus on rendra à terme l'avion difficile et à reconfigurer ou à revendre, et voire même à financer. Donc il y a une sorte de point optimum, et ce point optimum est véritablement à chercher. Sur la classe business, dans la classe business, on est plus au rationnel. C'est-à-dire que là, on arrive à traiter des sièges de très grand confort, avec une chasse, c'est-à-dire que du lit plat, on est devenu au lit horizontal, ce qui veut dire aussi comment arriver à augmenter le confort sans trop dédensifier, parce que les mètres carrés sont très limités dans un avion. Et quant à aux classes arrière, les classes arrière, aujourd'hui, on ne cesse, dans les compagnies hors low cost, qui est un autre débat, c'est d'améliorer évidemment la satisfaction du passager par son confort, mais aussi par le volume et l'espace qui lui est dédié. Alors la surdensification pour réduire les coûts unitaires, c'est une chose, mais en même temps, ça ne va pas forcément de pair avec le confort. Donc il y a des solutions intermédiaires où on supprime le recline des dossiers. Et il y a une campagne qui est menée, j'ai eu la chance de les assister, menée par une bande de jeunes extrêmement brillants pour alléger considérablement la masse des sièges, où ils introduisent précisément de la structure composite, alors très très largement, mais aussi avec des outils de modélisation du composite tout à fait inédits. Et je pense que là, beaucoup de gens auront à tirer des leçons de ce qui est en train d'être fait par ces jeunes. Merci beaucoup Pierre Velay. Alors justement au niveau d'Airbus, vous Yann Barbeau, comment vous travaillez pour répondre à ce défi colossal quand même de à la fois customiser, complexifier, personnaliser justement les cabines, tout en puissant
derrière, demain, en ayant la possibilité justement de reconfigurer facilement ces avions. C'est un vrai défi industriel pour vous. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir mentionné la valeur résiduelle de l'appareil. Une compagnie aérienne achète un appareil et tient compte dans son choix de la valeur résiduelle qu'elle aura. Donc effectivement, la capacité de reconfigurer la cabine en particulier en cas de revente est un élément qui est important. Je disais tout à l'heure, la cabine, c'est la carte de visite de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes sont quand même très, très sensibles à cela. C'est l'image qu'elles vont donner. Et même si l'image est donnée à travers quelque chose qui, à la fin, est relativement marginal, comme la première classe, c'est quelque chose auquel la compagnie aérienne tient énormément. Donc, nous, on travaille beaucoup sur, justement, améliorer cette communauté. Donc cette capacité qu'on aura à reconfigurer sans faire de modifications importantes au niveau de l'installation des systèmes, c'est un gros point, ça a été un gros point pour le développement industriel de l'A380. C'est un travail, quelque chose qu'on a beaucoup mieux travaillé sur la 350. Après, il y a des approches qui ne plaisent pas beaucoup aux compagnies aériennes, qui sont des approches plutôt catalogues. C'est-à-dire qu'une façon pour nous d'offrir cette réponse à ce besoin de reconfigurer l'avion en cas de revente, c'est d'avoir une approche catalogue, donc d'avoir une meilleure intégration aussi avec les fournisseurs d'équipements. Après, il y a aussi une autre problématique, alors c'est particulièrement vrai pour les courts courriers, mais c'est vrai pour l'ensemble des avions. On ne peut plus traiter séparément les sièges, les galets, les lavatories. Maintenant, l'optimisation se fait sur l'ensemble. Or, si on regarde les fournisseurs d'équipements, le seul qui aujourd'hui a la capacité complète, c'est Zodiac. Mais pour les autres fournisseurs, ils ont chacun une partie du segment. Et donc, c'est important qu'on ait, nous, ce rôle d'optimisation, cette capacité d'optimisation de la cabine complète avec les sièges sur les 4 classes, première, business, premium economy et economy, plus les lavatories, etc. C'est là où on peut effectivement offrir les meilleures solutions en termes de densité et en termes de place pour les passagers. Il faut jouer sur les deux tableaux. Et d'ailleurs, on s'est fixé comme règle de garantir, y compris sur les classes économiques, une largeur entre deux dossiers de 18 pouces, dont on considère que ça doit être une norme au niveau du confort pour des vols en classe économie. Donc la solution qu'on voit aujourd'hui, c'est de travailler de façon plus intégrée avec les deux bouts, je dirais, avec les compagnies aériennes, mais également avec nos fournisseurs, pour avoir cette approche qui prenne en compte à la fois les besoins opérationnels de la compagnie, les évolutions de marché. On a dit aussi que quand même les besoins évoluaient. On a évidemment les mêmes chiffres, c'est-à-dire que de plus en plus on se déplace vers la 321 et on va offrir un A321 à 240 places. Et aussi on a une autre évolution d'ailleurs, c'est que les vols court courrier s'allongent. C'est-à-dire que nos avions de la classe A320, on a un vol moyen, une durée moyenne de vol qui s'allonge avec le temps. Donc une utilisation sur des routes plus longues, qui correspond aussi d'ailleurs à l'évolution démographique des mouvements de population. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là pour offrir à travers une meilleure intégration à la fois dans le travail qu'on fait avec nos clients et dans le travail qu'on fait avec nos fournisseurs. En termes de confort, de connectivité aussi. Alors connectivité, c'est un autre aspect. Dans la table ronde précédente, on parlait de problèmes de l'Europe au niveau des réglementations. Alors c'est vrai pour le trafic aérien, mais il y a une initiative pour le ciel européen. En termes de connectivité, c'est la même chose. Aux États-Unis, vous avez une solution comme GoGo qui permet de faire des connexions à bas coût entre l'avion et le sol, donc qui permet d'apporter des solutions de connectivité. On n'a pas cette possibilité en Europe du fait qu'on doit traiter avec les différents États, différents opérateurs, etc. Donc là, c'est aussi quelque chose qui peut être gênant sur certains marchés. Merci beaucoup pour ces éclairages, Anne Barbeau. Alors on a un avion de pointe justement au niveau technologique dans l'armée de l'air, c'est le Rafale. Justement, à quoi va ressembler le Rafale de demain? Il y a un plan de modernisation de l'État qui a été lancé récemment avec 1 milliard d'euros à la clé. Quelles vont être les technologies qui vont être rajoutées? Et est-ce qu'on aura le Rafale encore en 2050 en France? Alors,
votre question est intéressante parce que c'est exactement ça. Le Rafale a été conçu d'emblée pour être extrêmement évolutif. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que d'attendre de nombreuses années, d'avoir une vraie rénovation mi-vie, le choix a été fait de le faire évoluer tous les 5 ans, de manière à le maintenir au plus haut niveau des avancées technologiques et des besoins opérationnels qui évoluent extrêmement vite. Donc c'est le cas de ce que vous avez mentionné, la prochaine évolution, mais ça ne s'arrêtera pas. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à ce que sera le Rafale dans de nombreuses années, parce que les Rafales, on va continuer à en livrer dans l'armée de l'air au-delà de 2020 pour remplacer nos Mirage 2000, donc on aura des Rafales qui voleront jusqu'en 2040, 2050. Et ces Rafales-là ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça sera des Rafales qui n'auront cessé d'évoluer. Et donc toute la question au travers de ça, c'est pour nous de raisonner en système. Et on essaye surtout de ne pas raisonner en avion ou en drone. La manière dont on perçoit les évolutions aujourd'hui de nos capacités de combat, ce sont des systèmes de combat. Un système de combat qui va associer de nombreux capteurs, des capteurs qui viendront de différents horizons. Ça pourrait être des satellites, ça pourrait être des navires, ça pourrait être des gens au sol, ça pourrait être d'autres avions, ça pourrait être des drones, qui devront essayer d'avoir une vision haute à un moment et une vision beaucoup plus basse pour aller voir dans le détail ce qui se passe. Ces capteurs devront être associés à des frappeurs, c'est-à-dire des capacités de frappe, avec un large panel de types de létalité, en fait. Ce qui est déjà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est comme ça que le système va évoluer. Et finalement, quand on raisonne en système, on se dit quel est le cœur de ce système de combat. Et le cœur du système de combat, c'est pas le Rafale, c'est pas un drone de combat, ça sera le centre de commandement et de contrôle. Ce qu'on fait déjà un peu aujourd'hui, on dirige aujourd'hui de notre centre de commandement et de contrôle à Lyon toutes les opérations qu'on mène en Afrique. Et comment on fait évoluer d'abord ce centre d'opération et de contrôle, et comment, à partir de ce centre, on a des objets connectés. Et les objets connectés seront de tout type, avec des capteurs et des frappeurs. Et où sera l'homme dans la boucle? Où prendra-t-on la décision? C'est ça l'évolution de notre système de combat. Et en raisonnant comme ça, sujet qu'on a déjà commencé à travailler, et c'est là qu'on se dit, voilà les prochaines évolutions sur le Rafale, voilà les prochaines évolutions sur les drones, voilà les futurs drones. C'est comme ça qu'on concevra nos drones de combat, mais dans une notion de système intégré. Et système intégré qui ne peut pas être national parce que nous opérons au niveau des armées de l'air toujours en coalition depuis des années. Et donc on a une forte notion d'interopérabilité, et c'est important quand on raisonne en système parce que toute la clé est dans le curseur souveraineté contre interopérabilité. Et où on placera ce curseur dans ces évolutions majeures. Et donc dans les évolutions du Rafale que moi je prévois dans un horizon 10-15 ans, on aura je pense des systèmes plus largement de communication de nouvelle génération qui sont ce qui va arriver. Et puis derrière la perspective d'avoir une extension des liaisons de données au travers de ces capacités, liaisons de données qui est déjà la révolution technologique et opérationnelle majeure qu'on vit aujourd'hui. La liaison de données, c'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire que vous avez un Rafale engagé sur un théâtre d'opération, même si le pilote n'a pas branché son radar, il est capable de voir ce que voient les autres Rafales ou ce que voient d'autres avions. Il est capable d'utiliser son armement sans lui-même avoir branché son propre système d'armes. Ça existe déjà, mais c'est tout ceci qui va s'implémenter de plus en plus. C'est un maximum d'informations dans l'avion justement qui va de plus en plus... Voilà, et ça permet de bénéficier de toutes les informations qui viennent de nos avions. Et le Rafale a de très nombreux capteurs. Et puis de savoir, toute notre question, c'est comment on les agrège et comment ensuite on les utilise et à quel niveau. Et une fois de plus, où est l'homme dans la boucle? C'est une vraie problématique d'objets connectés qu'on peut retrouver d'ailleurs dans de très nombreux autres domaines. La problématique après, c'est comment on fait pour que ces données ne soient pas interceptées justement. Alors, ce que vous dites est très juste, parce que quand on raisonne comme ça, on ne peut pas déconnecter cette vision des opérations en réseau d'une vraie réflexion sur la cyberdéfense et comment on a un état des lieux permanent, comme on a un état des lieux de la défense aérienne et de la situation aérienne en permanence, comment on a un état des lieux permanent des liaisons de données, des paramètres cyber, de manière à pouvoir détecter les faiblesses et éventuellement les contrer, ou alors s'adapter et reconfigurer nos réseaux. Et ça fait partie de notre réflexion. C'est un nouveau champ, mais qui est indissociable des opérations qu'on est en train de concevoir pour l'avenir. Vous avez évoqué, Général, aussi les drones, c'est bien évidemment l'avenir.
quelles vont être les missions que vous allez confier aux drones demain et à quoi vont ressembler ces drones, tout simplement? Alors, les drones, c'est pas que l'avenir, parce qu'on en utilise déjà beaucoup Oui, aujourd'hui. déjà beaucoup. Ouais. Mais moi, je vois, si on se projette avec un peu de prospective, c'est-à-dire au-delà de 2025, moi, je vois trois types de drones pour ce qui nous concerne, nous. Après, vous avez des drones tactiques, mais qui sont plus en accompagnement d'une force terrestre. Dans ces trois types de drones, vous en avez deux qui relèvent du même domaine et un qui est un peu différent. Ceux qui relèvent du même domaine, ce sont des drones d'observation. Un drone d'observation, quand on regarde aujourd'hui les drones que nous avons, ça relève plus dans sa conception du satellite basse couche que d'un avion. En fait, l'avion est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il faut, c'est qu'on l'a conçu au travers de capteurs avec une énergie suffisante et des liaisons de données, notamment satellitaires. Et ensuite, on essaye d'habiller ça avec quelque chose qui consomme le moins de carburant possible, avec des grandes ailes qui restent le plus longtemps possible en vol. Aujourd'hui, on en est dans les 24 heures. Ça c'est les drones de surveillance dits moyenne altitude longue endurance, sur lesquels il faut déjà qu'on se pense sur l'après, c'est-à-dire quel type de drone de ce type-là on aura dans 10-15 ans. Première chose, moi je crois qu'on évoluera, parce que la technologie va nous le permettre, aussi vers un drone un peu supérieur dans ce domaine-là, que seront les drones stratosphériques, la stratosphère étant un endroit intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc on peut imaginer que dans 10-15 ans, on aura la technologie suffisante pour pouvoir, je sais qu'on y travaille, pour pouvoir tenir non pas 24 heures, mais des semaines, voire des mois. Ce qui permettra d'avoir un éclairage large d'une zone, et puis ensuite préorienter des drones qui, eux, auront un champ beaucoup plus précis d'observation. Pour vous, ça change beaucoup de choses, justement, en termes d'intervention. Ça changera considérablement la manière dont on opérera. Mais ça, une fois de plus, ce sont des drones d'observation qui ont une conception qui est systémique, en fait, plus qu'une conception d'avion en soi. Par contre, le drone de combat, lui, ça sera un avion de combat. Il sera conçu comme un avion de combat, mais il y aura toujours un pilote, évidemment. Il y a toujours un pilote dans nos drones. La seule chose, c'est qu'il n'est pas forcément dans l'avion. Et ce qui contraint aujourd'hui, moi qui suis pilote des chasses, ce qui contraint aujourd'hui le design d'un avion, c'est le fait que, comme on doit mettre un pilote, on le met devant, et ça c'est extrêmement contraignant pour la forme de l'avion. Quand on s'affranchit de ça, on peut imaginer des modules aérodynamiques beaucoup plus, très différents. C'est pour ça on commence à voir arriver d'ailleurs des formes qui sont extrêmement différentes, qui nous offrent de nouvelles capacités. Mais ce qu'il faut voir dans les drones, c'est que on a souvent dans le passé opposé les drones et les avions. Un drone, ça sera toujours plus complexe pour des gestions d'espace aérien, pour des gestions même éthiques. Et donc, si on fait un drone simplement pour avoir les mêmes capacités qu'un avion, je pense qu'un drone de combat a les mêmes capacités qu'un avion de combat, il faut oublier. Ce que nous apporte un drone, ça sera quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on aura toujours une cohabitation des deux. Ce qui est le cas aujourd'hui de nos drones de surveillance. Le drone de surveillance, il amène une persistance qu'on ne peut pas avoir avec un avion. Et donc, ça nous ouvre des champs considérables. Et il n'est pas pensé, comme je vous l'ai dit, comme un avion. Donc, on aura une combinaison de plus en plus d'éléments pilotés dans l'avion, d'éléments pilotés à distance, auxquels on réfléchit parce qu'il faut être capable à ce moment-là de se dire, puisqu'on va de plus en plus travailler ensemble, comment on est capable de faire interagir ces choses-là et puis d'avoir une compréhension de la cohabitation. On a une étude assez intéressante en ce moment par un chercheur de l'armée de l'air notamment, qui essaye de regarder comment on peut implémenter des lois humaines en fait dans les sense and avoid des drones, de manière à ce que le drone puisse avoir une réaction qui corresponde à ce qu'attend le pilote dès lors qu'on va travailler ensemble. Donc ça nous ouvre des champs extraordinaires. C'est pas de la science-fiction, c'est pour dans 10-15 ans en fait. Et donc on travaille beaucoup, notamment avec Airbus dans ce domaine-là. On va ouvrir pour information un centre d'excellence drone à l'école de l'air à Saint-Provence cet été, où on fera à la fois, on va réfléchir à des questions de formation, notamment avec la DGAC, et puis on a aussi des centres de recherche qui vont nous permettre de se projeter dans le futur. Merci pour cette annonce. Justement, en général, l'enjeu derrière, c'est de construire une filière drone, mais pas juste en France, évidemment, à l'échelle européenne. Oui, alors sur les drones, notamment de surveillance, on a un vrai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, tous nos drones sont utilisés en Afrique et à la limite, plus on en met en service, plus on en a besoin, parce qu'on s'aperçoit que ça raccourcit considérablement nos boucles de décision, ça nous permet de voir beaucoup plus de choses, ça nous permet d'avoir une vraie surveillance. Mais ce qu'on a aujourd'hui, comme on a du retard, on prévoit des achats sur étagère, mais il faut se projeter dans 10-15 ans, et moi je pense qu'il serait quand même bien que l'industrie européenne, dans 10-15 ans, ait la capacité à créer un drone de surveillance de ce type-là, qui sera
qui ne sera pas, pas ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est pour faire la même chose, c'est pas la peine, mais par contre, on sait très bien essayer d'imaginer les capacités dont on aura besoin demain, et puis qui puissent faire que, on ait une capacité en Europe de ce type-là, parce que le marché, il n'est pas tellement pour l'Europe, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de pays qui ont de longues frontières à surveiller, il y a de la mer à surveiller, il y a énormément de choses, et les drones, dans ce domaine, sont indispensables. La seule chose, on pourrait se demander, mais pourquoi on n'y est pas maintenant? Parce que quand on opère un drone, eh bien, il faut savoir opérer un système. C'est-à-dire que nous, nos drones décollent d'un pays africain, volent à des milliers de kilomètres de là, on reçoit les vidéos à Paris, on reçoit les vidéos dans nos centres de commandement, on les partage, il faut être capable, avec des liaisons satellitaires qu'on protège, et il faut être capable de tout agréger. Et aujourd'hui, il y a encore peu de pays qui sont capables d'avoir ce niveau d'agrégation de réseau, parce que ne serait-ce qu'une liaison satellitaire, eh bien, c'est compliqué à gérer. Mais dans 10 ans, beaucoup de pays seront capables de le faire, et moi je crois que ça vaut le coup justement qu'on y réfléchisse et qu'on se lance dans cette voie-là. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre quelques questions. On va vous passer un micro, madame. Bonjour, Martine Lebec. Je m'occupe de la revue Prospective Stratégique du Centre d'études et prospectives stratégiques. J'ai 2 questions rapides. Une première pour le monsieur d'Air France. On parle aujourd'hui de l'avion du futur, mais est-ce qu'on peut aussi parler des routes aériennes du futur? Et est-ce qu'il y a beaucoup à attendre du côté de la navigation aérienne? Et une autre question qui s'adresse davantage donc à Airbus et au général chef d'état-major de l'armée de l'air. L'Airbus A400M, je crois que la France va recevoir son 3e Airbus A400M prochainement. Est-ce qu'il y a une possibilité? Quel est le marché de ce type d'avion? Et est-ce qu'il y a une possibilité pour les armées plus petites, moins bien dotées, par de nouveaux modes d'exploitation? Ma question pourrait s'élargir sur les drones, et notamment dans le domaine civil, les drones de surveillance aussi. Pierre Velay. Alors, La première question. Concernant les nouvelles routes, d'abord il y a eu une évolution très importante des réseaux depuis plusieurs années, à savoir que pour des raisons de capacité en termes de rayon d'action, les avions faisaient des escales, et que les escales intermédiaires avaient 2 buts. Souvent c'était de récupérer selon les droits aériens des passagers supplémentaires, mais aussi pour refueler. Et en même temps ça crée des difficultés concernant la gestion des équipages. Avec les rayons d'action des avions actuels, on peut faire des 16 ou 17 ou 18 heures de vol, donc on peut faire des vols extrêmement longs avec des équipages renforcés, donc une nouvelle ouverture. Tout à l'heure je mentionnais le fait que dans les relations avec les constructeurs, l'un des gros enjeux de la technologie avait été d'augmenter les rayons d'action des avions sans dégrader les coûts unitaires d'exploitation. C'est ce qui a été fait. Et ce qui permet d'avoir des réseaux avec des étapes très longues, mais pas forcément avec des gros avions, mais aussi avec des avions de taille intermédiaire, en commençant en 250 places. Maintenant, l'autre gros enjeu sur les routes relève de plusieurs points. Le premier, c'est l'amélioration de tout le contrôle trafic aérien, avec de très très gros enjeux au niveau européen et une nécessité de simplification. Ensuite, il y a les enjeux politiques sur les zones survolées et sur le problème des droits de survol. Donc c'est une équation implicite qu'il faut résoudre et qui se résout de proche en proche. Yann Barbeau. Oui, je laisserai surtout le général Mercier répondre. Oui. Vous l'avez dit d'ailleurs, l'A400M est un avion qui est unique par ses capacités, à la fois de distance franchissable et de capacité à se poser sur des terrains sommaires. Donc le marché doit, à notre vue, et au-delà des premiers États qui l'ont commandé. On est vraiment là sur un avion qui est unique. Et donc j'aurais tendance à répondre oui à votre question sur la capacité d'autres pays à l'acquérir. Un point important peut-être qu'il est bon de mentionner aussi, c'est un point un peu social, je dirais. Un des aspects positifs, c'est la communauté de cockpit entre la 400M et les avions Airbus ce qui présente un intérêt pour les pilotes qui peuvent ensuite avoir une deuxième carrière, après avoir une carrière dans l'armée de l'air, avoir une carrière côté aviation civile. Et ça, c'est un des arguments aussi importants pour ce type d'avion, cette communauté. Merci, Général. Votre réponse? Oui, comme vient de le dire Yvan Barbeau,
à chaque fois qu'on regarde de l'export pour un avion, ce qui est nécessaire, c'est qu'on l'ait mis en service de façon opérationnelle. Nous avons aujourd'hui 2 A400M, on touche, comme vous l'avez dit, les 2 prochains d'ici la fin du mois, on en aura 2 autres d'ici la fin de l'année, et on va prononcer une première mise en service opérationnelle pour des missions d'abord logistiques, parce que le système opérationnel s'implémente en septembre ou en octobre, et ensuite on va implémenter notre capacité. C'est parce que, et d'autres pays suivent, et c'est bien parce qu'on aura cette mise en service opérationnelle que l'avion va intéresser d'autres nations. Moi, je connais plein de chefs d'état-major qui sont intéressés. Ils attendent juste de voir comment on l'utilise, et ce qui est normal. Donc, l'achat sur papier d'un avion aujourd'hui, peu de nations font ça. Ils attendent de voir, je crois que c'est une belle attitude. Est-ce que des petits pays vont y avoir accès? D'abord, il faut regarder, est-ce que ce type d'avion qui a un long rayon d'action correspond aux besoins de ces pays-là? C'est la première chose. Après, l'autre chose, c'est que il y a plein de manières de partager des capacités de transport. On a aujourd'hui une réussite européenne en matière de défense, dont on ne parle pas assez, je crois, c'est le commandement du transport aérien européen. Nous sommes associés à plusieurs nations européennes pour partager des soutes. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans ce commandement, il y a aujourd'hui 5 nations, il y a une 5e qui va arriver, une 6e qui est en train d'entrer, qui sont des nations européennes, eh bien, on a un système d'échange où vous êtes capable de mettre certaines capacités et vous en recevez d'autres en échange. Et le but est d'essayer de faire voler nos avions le moins possible avec des soutes vides. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, chef d'état-major de l'armée de l'air, si j'envoie un avion de transport en Corse, par exemple, sur la base de Solenzara, je demande à cet état-major qui est aux Pays-Bas et qui, si ça se trouve, va me dire le meilleur avion, c'est un avion allemand. Et on va le faire avec un avion allemand. Et ça pose pas de problème. Et au contraire, ça permet de tout rentabiliser. Et ça permet à un certain nombre de nations, éventuellement, qui nous rejoindraient dans ce système, eh bien, en proposant des capacités un peu niches, de recevoir aussi d'autres choses avec des capacités supplémentaires. Donc c'est aussi comme ça que ça peut s'envisager. Après, vous parliez de quel partage pour les drones. Moi, je crois qu'à partir du moment où on commence à se dire, voilà, aujourd'hui, on envisage de plus en plus nos systèmes de combat comme des systèmes. Et ça permet d'envisager les coopérations sous un angle différent. C'est plus une coopération où on se dit on va se mettre à 2, 3, 4, 5 nations pour faire un avion. Ça permet de se dire on regarde le système et qui apporte quoi. Et celui qui apporte quelque chose, ça peut être le hub, par exemple. Le hub dans un endroit particulier dans le monde qui nous intéresse et il fera partie du système et ça sera une vraie coopération parce qu'il aura sa vraie plus-value. Donc quand on raisonne en système, on élargit considérablement le champ des coopérations. Et c'est ça qui est bien pour le futur. Merci beaucoup, Général. Je crois qu'on peut les applaudir justement pour la qualité des échanges. Et on va se retrouver maintenant autour du déjeuner avant de poursuivre avec le débat, notamment sur l'Afrique.